Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Allez-y, installez-vous. On va commencer d'ici quelques instants. Bienvenue. Bonjour Ismaïl, bonjour Olivier. J'espère que ça va, qu'il ne fait pas trop chaud de votre côté. Bonsoir Karim. Allez-y, installez-vous, prenez place. Il y a de la place devant, hein, profitez-en. Salut Nicolas, plaisir de te voir. Bonjour Seydou. Bonsoir Juliette. Allez-y, installez-vous hein, confortablement. On commence dans quelques instants. Bonsoir Tanguy, bonsoir à ceux que je ne vois pas dans le chat. Ok. Eh ben, on va pouvoir y aller. Alors, rebonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour ce nouveau Meetup by UNUP. Donc, on va parler aujourd'hui Page Object Model avec cette question qui est un petit peu moins, mais qui était très d'actualité il y a quelques semaines, l'heure de la retraite. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire juste un petit encart pour parler d'UNUP justement, qui a la gentillesse de nous recevoir aujourd'hui. Donc UNUP, une néo-SN agile et humaine. Donc la tagline, hein, grosso modo, Design, Build and Testing. On y retrouve différents domaines, DevOps, blockchain, mobile, voilà ce que vous retrouvez sur la gauche, l'agilité, data, web. Et vous pouvez nous retrouver aux quatre coins de la France, hein, Lille, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon, etc. avec maintenant plus de 250 collaborateurs. Donc merci encore à UNUP. Et donc moi, je me présente. Bonjour encore une fois à tous et à toutes. Je suis Laurent Mangin, je suis consultant en test et automatisation de test chez UNUP justement. Depuis le début de UNUP et dans ma carrière, j'en suis peut-être à 6 ou 7 ans. J'ai l'impression que ça fait plusieurs années que je dis ça, mais ça doit faire ça à peu près. Et durant ma carrière en tant qu'automaticien de test, j'ai eu la chance de partager la vie, on va dire, d'intervenir en tout cas, auprès de très très nombreux projets. Des projets de toute taille, de toute forme, avec que ce soit au niveau organisation, au niveau des compétences des gens, des technologies, etc. etc. Donc j'ai eu cette chance-là. Et une chose qui revient à chaque fois, ce qui est une bonne chose, j'ai envie de vous dire, à la base, c'est de s'interroger sur justement l'architecture de nos projets de test automatisés. Se dire, OK, on va automatiser, c'est bien, avoir les compétences, c'est bien, mais se poser la question de l'architecture, de comment on va architecturer, comment on va décomposer les choses, etc., c'est quand même une bonne chose. Et dans cet objectif-là, revient très régulièrement, si ce n'est à 99% du temps, le fameux Page Object Model. Ce qui est normal parce que pour ceux qui connaissent un peu justement, c'est le pattern, c'est la façon d'architecturer les tests qui est historique à on va pas dire à l'automatisation, mais en tout cas à certains frameworks d'automatisation, Selenium en l'occurrence. Mais voilà, comme tout, même si voilà, c'est un pattern, c'est un design qui a fait ses preuves, encore une fois, plus de 15 ans d'existence, qui, on va le voir, répond à de nombreuses problématiques, permet de structurer les choses, etc. Mais voilà, comme toute pratique, bonne ou mauvaise,
bah, c'est toujours intéressant de se poser les questions, de prendre un petit pas de recul en quelque sorte, et de se demander, voilà, qu'est-ce que m'apporte ce design, comment je pourrais ou pas l'améliorer, suivant mes problématiques, mon contexte, etc. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec, encore une fois, ce sous-titre un peu tapageur, l'heure de la retraite. Donc, pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le fond, vraiment dans le détail, je vous propose un petit focus sur Selenium justement. Parce que justement, voilà, on va parler test automatisé, on va parler automatisation de tests web, et dans ce contexte, on va parler Selenium justement. Et autour de la table, il y a peut-être des gens qui ne sont pas versés spécialement dans Selenium, etc. Donc encore une fois, avant de rentrer vraiment dans le dur, un petit focus sur Selenium, histoire de remettre les choses en place. Donc Selenium, 2004, les premiers travaux, à l'époque chez Thoughtworks, mais bon, peu importe, des premiers travaux au sein de différentes équipes, hein. Il y a aussi eu des travaux qui ont été initiés chez Google, enfin voilà, des différentes équipes, différents coins de la planète qui ont travaillé sur l'automatisation de tests web, et de ça, et a émergé justement Selenium, qui a très vite pris, qui a très vite fait ses preuves, qui a très vite intégré justement les équipes pour l'automatisation web, jusqu'à devenir le standard, j'ai envie de dire, de facto. En tout cas, pendant de très nombreuses années, en tout cas le leader vraiment dans l'automatisation de tests web, jusqu'en 2018 à arriver carrément à devenir une recommandation du W3C. Donc voilà, ça pose quand même la chose. Et depuis février 2022, on a la version 4.0 qui apporte encore de nouvelles choses, etc. Le point central, au-delà des dates, etc., mais qui permet quand même de remettre un peu de contexte historique, au-delà de ça, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que très souvent, justement pour les personnes qui ne sont pas versées, ne connaissent pas, ont juste entendu le mot-clé, justement Selenium, c'est un peu... Selenium, dans l'absolu, c'est un projet chapeau, on va dire, qui regroupe différents types de projets, différents types d'outils, tous autour de l'automatisation de tests web, hein, mais différents types d'outils. Et du coup, quand on parle test Selenium, quand on entend le mot Selenium, ça peut vouloir dire différentes choses. Donc encore une fois, histoire de cadrer les choses, voilà comment ça se présente. Selenium, donc je le disais, projet chapeau, trois on va dire outils principaux sur la gauche. Donc le fameux IDE. Toute personne qui un jour a commencé s'est dit allez, vas-y, je me lance dans les tests automatisés web, et passer par cette étape-là, j'ai envie de dire, Selenium IDE, c'est tout simplement, encore une fois, vous avez déjà dû l'utiliser dans le navigateur, typiquement dans Chrome, dans Edge, peu importe, dans Firefox, une petite extension que vous installez, vous le lancez, ça enregistre vos actions sur une page web, vous cliquez sur tel bouton, vous renseignez tel input, etc. Et derrière, à la fin de l'enregistrement, il vous sort un script de ce que vous avez réalisé. Donc un script Selenium en différents langages. Enfin voilà, c'est un outil qui est à la base plutôt bien fait, mais dans les faits, en fait, il est très peu utilisé de façon, on va dire, professionnelle, ou en tout cas de façon industrielle. Encore une fois, sur la somme de projets sur laquelle j'ai pu intervenir, j'ai pas souvenir d'un projet qu'il ait utilisé autre que pour aider à la montée en compétence d'une personne, pour comprendre les principes, etc. Et personnellement, j'ai pas dû l'utiliser depuis toujours, en fait. En dehors, encore une fois, de montrer à une personne, etc. Donc ça, Selenium IDE. OK. Selenium Grid, très rapidement, c'est un outil qui va permettre d'exécuter des tests Selenium, donc des tests automatisés web, à distance. Plutôt qu'ouvrir le navigateur sur votre poste, enfin en tout cas sur le poste qui exécute les tests, ça va pouvoir ouvrir un navigateur sur un poste distant. Et c'est très utile dans des cadres d'industrialisation avec des grosses usines de tests automatisés, pour pouvoir automatiser exécuter en tout cas les campagnes de tests automatisés sur différents navigateurs, plutôt qu'avoir sur son poste un Selenium, un Firefox, un Chrome, un Edge, telle version, etc. Là, ça permet de déporter sur une machine distante, et il existe même des fournisseurs sur Internet qui permettent d'exécuter les campagnes de tests sur, je ne sais pas si vous avez un besoin d'exécuter sur un Windows, j'exagère, hein, sur un Windows 98 avec un Chrome 54,
bah, c'est quelque chose qui est totalement réalisable sans, encore une fois, avoir le poste à l'installer chez vous. OK. Donc, on a dit IDE, Grid. On va s'arrêter là sur ces deux-là. Ce n'est pas le cœur du sujet. Ce qui va nous intéresser, c'est le troisième, le Selenium WebDriver. Donc voilà, vraiment, quand on parle de test Selenium, en fait, dans l'absolu, on parle de cet outil, de cette brique-là du projet Selenium, du fameux WebDriver. Et donc, comment ça se compose? De façon très, très schématique, très simple, en fait. WebDriver, ça va être, on va dire, l'API, le framework, le lien, la glue, suivant votre appétence technique, appelez-le un peu comme vous voulez, mais c'est ce qui va faire le lien entre vos tests, vos scripts de test, ok, j'ai mon cas de test qui est automatisé, et mon système testé, donc en l'occurrence ma page web au sein d'un navigateur. Donc ça va être encore une fois voilà, cette partie-là qui va permettre de faire qu'on va pouvoir utiliser au sein de nos tests pour manipuler le navigateur. Il va y avoir deux parties, une partie client, donc c'est celle que nous on va utiliser au sein des tests. C'est grosso modo des classes, des méthodes, etc. que l'on va pouvoir utiliser pour réaliser des actions sur notre page. Encore une fois, cliquer sur un bouton, renseigner un champ, récupérer du texte ici ou là. Donc c'est la première partie. Et le deuxième silo, c'est un driver. Donc c'est la partie qui va, en quelque sorte, qui va traduire notre code, nos tests automatisés, où on a utilisé l'API, en commande pour le navigateur. Et donc ça, la partie driver, c'est des choses qui sont fournies par les différents fournisseurs éditeurs de navigateurs, donc Chrome Driver par Google, Edge Driver par Microsoft, etc. Donc voilà. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce dont on va parler et ce qu'on va essayer de structurer et ce qui est structuré par le Page Object Model, si vous voulez bien, on va l'appeler POM. Ça m'évitera de bégayer à chaque fois. Donc par le Page Object Model, par POM, c'est cette partie-là, la partie vraiment client, comment on va utiliser le client, comment on va structurer notre code pour avoir des bénéfices en termes de lisibilité, de maintenance, etc. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. N'hésitez pas dans le chat si vous voulez revenir sur une notion, mais c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ok. Selenium, WebDriver, la partie client, comment on va structurer tout ça. Donc, le fameux Page Object Model. Comme je le disais, c'est le design pattern, le schéma de conception historique, celui qui a été créé en quelque sorte, qui a été inventé quasiment dès la naissance de Selenium. Pour ça, ce qu'on va voir là, c'est un exemple d'une IHM vraiment très très simple, pour prendre un rendez-vous, en l'occurrence là un rendez-vous médical, peu importe. On voit, c'est un formulaire de façon très très simple, on a un select, on a des checkbox, des champs à remplir, etc. On prend notre rendez-vous, voilà. Donc ça, c'est ce qui va nous servir un peu de cadre aux différentes discussions qu'on va avoir sur la structuration, histoire d'avoir justement un cadre et de bien voir les choses. Donc, dans ce cadre-là, ok, je vais faire un test Selenium. Donc je vais utiliser Selenium WebDriver, je vais utiliser l'API, je vais utiliser les actions de l'API, pouvoir cliquer encore une fois sur un bouton, renseigner un input, etc. Et si je le fais comme ça, de but en blanc, sans me poser justement de questions sur l'architecture, sur la façon de découper les choses, de factoriser, d'aider la maintenance, la lisibilité, ça va se présenter un peu ça va se présenter sous cette forme-là. Donc vous voyez que c'est très verbeux, que en fait on va appeler le driver, donc l'instance de notre navigateur, on va l'appeler un nombre élevé de fois. Enfin, on va l'appeler plus d'une dizaine de fois. Et c'est autour de ce driver, de cette instance, que tout va se passer, qu'on va faire toutes nos actions, qu'on va, là en l'occurrence, la première ligne, le point get, qu'on va ouvrir une page sur telle URL. Ensuite, la seconde ligne, on va cliquer sur tel élément. Ensuite, on va renseigner John Doe sur tel élément, etc., etc. Donc, vous voyez que ce test, c'est assez bateau, assez direct, mais on voit bien que tout tourne autour justement de notre driver. On voit qu'il est extrêmement verbeux.
Vous voyez, là, c'est simplement pour remplir notre formulaire. Hein. Vous avez vu, le formulaire, il ne casse pas trois pattes à un canard. Il y a quatre éléments, grosso modo, à manipuler. Mais là, on a déjà une quinzaine de lignes qui, encore une fois, sont très verbeuses, sont extrêmement techniques. On parle vraiment technique, là. On clique sur un bouton. On parle vraiment implémentation de notre page web. Si je suis nouveau, que j'arrive sur le projet, que j'ai un test comme ça, ou si je suis pas, comment dire, je suis pas forcément celui qui écrit, qui implémente ou qui maintient les tests. Je suis un testeur fonctionnel sans grosses appétences techniques. Je vois ce test-là. Bah, soit ça va être illisible, soit il va me falloir un peu de temps pour comprendre. Ouais, ok, d'accord. On teste ce cas de test. On passe comme ça. On passe sur cette page-là. On renseigne le formulaire de telle façon, etc., etc. Donc, enfin voilà. Vous comprenez bien que voilà, c'est un premier jet, ça fonctionne dans l'absolu, mais c'est loin d'être idéal dans un contexte, encore une fois, professionnel, d'industrialisation. Imaginez, vous avez une campagne de tests de 50, 100, 150, 200 tests comme ça, vous changez de projet très très vite en fait. Donc, c'est pourquoi très très vite, justement, comme je le disais, quasiment dès la naissance de Selenium, Simon Stewart, qui est justement un des pères de Selenium, nous dit ceci, c'est-à-dire si vous utilisez l'API WebDriver directement dans vos tests, donc comme on vient de le voir, driver.machin chose, driver.driver. etc., etc., en fait, vous y prenez tout simplement à l'envers. OK. Bon. J'ai envie de dire, on va le croire sur parole, et deux, ok, c'est cool, c'est sympa de nous dire ça, mais derrière, qu'est-ce qu'il préconise? Et justement, c'est là où on va voir notre fameux PageObject Model. Donc, de façon très schématique, le PageObject Model se présente comme ça. L'idée, c'est vraiment d'ajouter une couche d'abstraction, tout simplement, entre nos tests et le fameux driver, et donc notre navigateur, vraiment la partie technique. On l'a vu encore une fois précédemment, notre test là qui était extrêmement verbeux, c'était un test qui se suffisait entre guillemets à lui-même. Hein. Le test, tout était dedans, il n'y avait pas de classe, de méthode qu'on appelait, etc. On appelait directement le driver. Et voilà. Là, l'idée, c'est vraiment d'ajouter une couche d'abstraction entre ces deux, entre notre test et l'appel au driver, pour encapsuler un peu chaque page web et les éléments de la page et les actions. D'accord ? Donc vraiment, c'est d'ajouter cette couche d'abstraction pour enlever, en quelque sorte, pour sortir, en quelque sorte, le côté technique, le côté, j'ai envie de dire, river le nez sur, en l'occurrence, notre formulaire, et prendre déjà un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Donc, de façon pratique, comment ça se présente ? Sur la gauche, on va retrouver, je vais le zoomer, hop. Sur la gauche, on va retrouver encore une fois, on ne va pas le revoir en détail, mais là, c'est notre test Vanilla, en quelque sorte, notre test vanille, c'est-à-dire notre test Selenium, de but en blanc, sans aucun PageObject Model ou quoi que ce soit. De but en blanc, on appelle notre driver, basta. OK. Sur la droite, on voit notre test avec le PageObject Model. Première chose, on va le voir, on va le zoomer, voir un peu plus en détail, mais on peut voir déjà que de prime abord, il a l'air un peu plus verbeux quand même. Enfin, tout simplement, mathématiquement, on a plus de lignes à droite qu'à gauche. OK. Si on le regarde, il a beau être plus verbeux, il est malgré tout quand même beaucoup plus lisible. On voit que, OK, a priori, on a un objet homepage, donc j'imagine que c'est la homepage de notre site. On l'ouvre, on fait un open, on clique sur j'imagine, bouton Make Appointment. Ensuite, on arrive a priori sur un formulaire de login. On va taper un username, taper un password, cliquer sur le login. La même chose pour le formulaire de prise de rendez-vous, etc., etc. Donc, vous voyez déjà le PageObject Model, donc cette façon de structurer en quelque sorte notre test, il nous apporte déjà une chose, c'est la lisibilité. Là, pour le coup, je suis nouveau sur le projet, je suis un testeur fonctionnel qui n'est pas versé dans la technique. Malgré tout, OK, je peux lire le test, je peux le comprendre, je comprends qu'on va ouvrir, qu'on va se loguer,
qu'on va remplir le formulaire avec telle valeur et qu'on va vérifier à la fin que telle et telle valeur ont bien été enregistrées. Donc vous voyez déjà le premier bénéfice qui est extrêmement parlant. Donc, ceci c'est notre test avec le fameux PageObjectModel. On a dit, OK, a priori, on a créé une classe HomePage, une classe LoginForm, AppointmentForm, etc. avec des méthodes qui vont bien derrière. Et donc, de façon, encore une fois, très pratique, voilà comment ça se présente. Donc, vous retrouvez sur la gauche notre fameux test. Donc, c'est celui qu'on vient de voir. Hein. C'est pour ça qu'il est dézoomé, donc vous inquiétez pas. Avec notre home page où on appelle nos différentes méthodes, renseigner le username, etc., etc. Okay. Et vous avez en bas notre fameux PageObject, vraiment le centre de notre design, c'est-à-dire une classe en l'occurrence. Donc là, en l'occurrence, c'est celle pour la page de login, qui va contenir deux choses. Qui va contenir, premièrement, une référence à tous les éléments de la page qu'on va vouloir manipuler. Là, en l'occurrence, OK. Ma page de login, je sais que j'ai un élément username, un élément password, un élément login, a priori les deux inputs et le bouton de login. Donc c'est la première partie. Et la deuxième partie en dessous, tous les public void, etc., c'est toutes les actions qui vont être disponibles, qu'on va mettre à disposition en quelque sorte de nos tests pour agir sur ce formulaire de login. Donc on y retrouve notre fameux type username pour entrer le username, pour entrer le password, pour cliquer sur login. Donc vous voyez que, on voit déjà, encore une fois, les bénéfices. On l'a dit, notre test, OK, il est plus verbeux dans l'absolu, mais il est beaucoup plus lisible. Super. 2, nos PageObjects, elles, sont beaucoup plus... déjà, nous apportent au niveau maintenance. Imaginez, demain, le login change, la page de login évolue, il y a une case à cocher en plus, que sais-je, peu importe, elle évolue. Dans la version vanille qu'on a vue précédemment, avec les drivers, etc. Imaginez, vous avez ne serait-ce que 10 tests comme ça qui veulent se loguer, la page de login évolue, vous allez passer sur vos 10 tests, changer les 10 tests, OK, faire des copier-coller à droite, à gauche. Encore une fois, au bout de 2 semaines, vous changez de projet. Là, en l'occurrence, avec notre PageObjectModel, notre POM, la page de login évolue, pas de souci, c'est dans notre login form, c'est dans cette classe-là que ça évolue. Il y a un élément particulier qui évolue, qui change, il y en a un en plus, je l'ajoute ici, je rajoute les actions qui vont bien, je les mets à disposition, je fais évoluer les actions, donc voilà. On gagne grandement, encore une fois, en termes de maintenance. Donc, voilà, le PageObjectModel, c'est vraiment ça. Le b.a.-ba, c'est on passe de la partie gauche, la version vanilla, la version très verbeuse, très technique, à quelque chose de beaucoup plus lisible et beaucoup plus maintenable sur la droite. Super. Et du coup, les bienfaits, on les a déjà, je vous ai déjà spoilé, on en a déjà parlé, mais voilà, on va retrouver effectivement la maintenabilité, comme on le disait. Quelque chose évolue, c'est pas mon test qui évolue. Si la fonctionnalité évolue, si le workflow que je veux tester évolue, donc si mon test en tant que tel, sans parler automatisation, mais vraiment test au sens premier du terme évolue, je ferai évoluer mon test automatisé. En revanche, si l'interface change, si l'implémentation de mon workflow change sans pour autant changer ce que je veux tester, sans changer ma fonctionnalité, il n'y a aucune raison dans l'absolu que je fasse évoluer mon test. Mon test, lui, il reste pérenne, il teste toujours la même chose, de la même manière, et c'est seulement l'implémentation de la fonctionnalité qui a changé, et donc de façon tout à fait logique, c'est seulement l'implémentation de mon test automatisé, donc de ma PageObject, qui doit évoluer. Donc voilà, en termes de maintenance, on voit aussi qu'on va pouvoir, d'utiliser le PageObject, on va pouvoir découpler un des mots que je retrouve très, très souvent justement chez différents projets, c'est le manque de découplage justement entre la partie fonctionnelle, la partie test,
Je veux tester le workflow, je dis n'importe quoi, de création, de prise de rendez-vous. OK. Je veux prendre un rendez-vous, vérifier que le rendez-vous a été bien pris. Ça, c'est ce que je veux tester. Pour tester ça, je vais prendre un rendez-vous en renseignant des datas. OK. Mais je vais prendre un rendez-vous. Comment je le fais? Que ce soit via un formulaire avec tel champ, que ce soit à travers un web service avec des requêtes de base de données. Du point de vue de mon test, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est vraiment l'implémentation. Et le PageObject Model, encore une fois, va nous permettre de découpler notre test qui est pérenne, qui va suivre vraiment notre fonctionnalité, et la partie technique qui, elle, va suivre l'implémentation, la partie technique. Et donc, on va pouvoir faire évoluer l'un ou l'autre, et nos tests vont être beaucoup plus stables dans le temps, beaucoup plus pérennes et beaucoup plus pertinents, beaucoup plus parlants pour tout le monde. OK. Donc, on a dit maintenabilité, la duplication de code aussi, on l'a dit. OK. Je dois me loguer. Chaque test, je suis obligé de me loguer. Si je dois faire à chaque test un copier-coller de la partie login des drivers, machin, que j'ai dans mes tests précédents, encore une fois, ça va vite être compliqué. Là, beaucoup moins de duplication. Non, tout ce que j'ai à faire, c'est récupérer, créer ma page de login, créer ma page object et appeler les différentes méthodes de renseignement d'un username, d'un password, etc. La duplication, la lisibilité des tests, c'est assez parlant, je ne vais pas y revenir, quelque chose de très technique encore une fois d'un côté et de déjà plus fonctionnel de l'autre, OK. Et aussi en termes, forcément, on l'a vu, de réutilisabilité. OK, j'ai mon login form, ma page object login form avec mes différentes méthodes, je vais pouvoir les réutiliser. J'ai un nouveau test, je vais me concevoir en quelque sorte toute une bibliothèque de PageObject avec les différentes méthodes. Et plus on va avancer dans l'implémentation, et moins je vais avoir besoin d'en créer de nouvelles, je vais pouvoir réutiliser les précédentes, etc. Donc ça va aider aussi en termes de coût d'implémentation tout simplement, et aussi forcément de maintenabilité, tout ça. OK. Donc on a vu les bienfaits du PageObject Model. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, une pratique, c'est une pratique déjà, mais quelle que soit la pratique, c'est toujours bien de se poser les questions, de prendre du recul, de se demander OK, qu'est-ce qu'elle m'apporte, mais aussi qu'est-ce qu'elle me coûte, quelles sont les problématiques. Et donc, pour le PageObject Model, ça fait encore une fois une quinzaine d'années grosso modo que le design existe. Il a très peu, si ce n'est pas du tout évolué, ce qui dans l'absolu n'est pas forcément une mauvaise chose, qu'on s'entende bien. Mais malgré tout, le web a, lui, pour le coup, beaucoup évolué. On est passé, il y a 15 ans, de pages très statiques, avec au max du PHP ou au pire du HTML, CSS pur, j'ai envie de dire, à des choses beaucoup plus modernes, beaucoup plus interactives, beaucoup plus changeantes, asynchrones, avec des éléments qui apparaissent, qui disparaissent, des datas qui sont chargées à la volée de façon asynchrone, tel bouton qui devient, etc., etc. Donc des interfaces modernes qui deviennent vraiment beaucoup plus complexes, déjà à développer, mais j'ai envie de dire c'est pas notre problème à la base, mais aussi du coup à tester, à automatiser et à comprendre. Enfin voilà, on a beaucoup plus d'interactivité, beaucoup plus d'actions disponibles, des éléments, des pages qui sont beaucoup plus, des pages même, ne serait-ce que des pages HTML qui sont beaucoup plus complexes. Et donc derrière, forcément, le pattern qui était très, donc le PageObject Model qui était totalement adapté, tout à fait adapté, il y a une quinzaine d'années. On va avoir du mal à justement à scaler, à mettre à l'échelle en quelque sorte sur des IHM qui vont être justement plus complexes. Un exemple tout simple, vous voyez là sur la droite, on a un petit bout d'écran qui est une simple to-do list, de ce qu'il y a de plus simple au monde. On a un champ qu'on renseigne, ça rajoute nos to-do, OK, avec quelques boutons. Très bien. Ce simple formulaire, cette simple fonctionnalité en quelque sorte, si on voulait en faire un PageObject Model sans se poser de questions, juste OK, j'ai ce formulaire, je vais le factoriser dans un PageObject Model, etc. OK. On a plus déjà, rien que là, on a plus de 150 lignes, rien que pour cette partie-là. Donc, je vous laisse vous projeter dans vos différents projets, dans les différentes IHM que vous avez pu voir dans votre carrière.
Si ce simple formulaire, on a 150 lignes de code pour l'automatiser, enfin pour en tout cas faire la PageObject, imaginez dans des choses asynchrones avec je sais pas, un tableau de données avec des filtres, avec un menu sur la gauche qui apparaît, qui disparaît, enfin imaginez avec des notifications qui pop toutes les 5 secondes. Imaginez un peu la taille du PageObject de la classe et en fait on se retrouve avec les mêmes problématiques qu'on avait en mode vanilla, si ce n'est qu'on les a déplacées plutôt que les avoir dans le test, on a ces problématiques là maintenant dans notre PageObject. Deuxième problème que pose, que pose, on va dire, le modèle, il est plus psychologique, philosophique, appelez ça comme vous voulez, mais que technique. Le problème, c'est que le modèle nous impose, enfin nous offre plutôt un niveau d'abstraction qui est en fait trop simpliste. On l'a vu. Le principe, c'est entre nos tests et notre driver, la technique, on rajoute notre couche d'abstraction, nos PageObjects. OK. Le problème, c'est que, et c'est la citation que vous voyez là, c'est que si le seul outil que vous avez, c'est un marteau, donc si le seul outil que vous avez dans votre trousse à outils pour automatiser, c'est des PageObjects, tout problème que vous rencontrez, vous allez essayer de le résoudre avec un marteau ou avec un PageObject. Donc, imaginez, très souvent, c'est l'exemple typique, vous avez une interface web, vous l'automatisez, PageObject Model, tout marche nickel, vous arrivez à faire des choses, enfin voilà, c'est le design en tant que tel marche pour votre cas, en l'occurrence, pas de souci. Problème, c'est que vous allez tout voir à travers, encore une fois, les PageObject, vous allez tout voir à travers l'interface web, alors que, par exemple, dans votre cas, il est peut-être plus intéressant, une fois que vous avez testé, vous avez écrit les tests qui testent, par exemple, le login, il est peut-être plus intéressant, plus rapide de se loguer directement, je ne sais pas, par web service en récupérant un token, en le mettant dans la page quelque part, ou en faisant des appels à la base de données, que sais-je. Enfin voilà. Encore une fois, le PageObject Model va vous contraindre, va mettre des œillères grosso modo sur la partie vraiment interface, alors que pour tester la prise de rendez-vous, j'ai pas besoin de passer par le login le formulaire de login. Je peux me loguer potentiellement d'une façon différente, plus rapide, plus stable, etc., en dehors de l'interface. Et encore une fois, d'avoir ces PageObjects comme seul horizon, en quelque sorte, ça va me contraindre et psychologiquement, en quelque sorte, ça va me faire un effet tunnel et je vais voir que ça. Du coup, vous allez me dire, OK, ça pose des problèmes, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Ce que je vous propose, c'est, je vais vous spoiler, du coup, on ne va pas forcément mettre à la retraite notre PageObject, mais on va peut-être se poser des questions sur son évolution. Essayer de lui apporter des choses, de modifier un petit peu, d'ajouter des choses pour le faire évoluer et qu'il reste dans l'absolu pertinent pour justement tout ce qu'on a vu, les UI modernes et justement sortir de ce carcan PageObject. OK. Donc, première chose, très directe et très, pour le coup, de plus en plus, enfin même très souvent utilisée au sein des projets, soyons honnêtes pour le coup. Et pour ceux qui ont encore jamais fait d'automatisation, par exemple, ils ont peut-être déjà pensé en se disant « Non mais Laurent, t'es bête, pourquoi on fait pas ça comme ça, etc. » C'est de sortir de l'aspect vraiment page. C'est d'ailleurs quelque chose que Simon Stewart, donc l'un des pères le père en l'occurrence du PageObject Model, dit très régulièrement, c'est s'il regrette une chose pour le coup, c'est la dénomination PageObject Model, donc le côté vraiment page, qui, pour des débutants ou des gens qui se posent pas la question forcément ou prennent pas le recul, va les contraindre encore une fois de la même manière, leur mettre des œillères, leur dire OK, PageObject Model, c'est une page, donc en fait, ma classe, ma PageObject, ça va représenter ma page. Alors qu'en fait, pas du tout. On l'a dit, une interface moderne, ça peut être très complexe. Vous en voyez une, par exemple, là sur la gauche, où on voit
le classique bandeau sur le haut avec les différents menus. Sur la gauche, on a un formulaire pour planifier un trajet. En dessous, on a un petit module qui nous permet de voir nos différents trajets, les trajets récents, etc. Encore une fois, si on prend le Page Object Model de but en blanc, etc., ben on va se dire, OK, ben c'est une page, je vais caler tout ça dans ma Page Object, une classe. Donc on va se retrouver, vous l'imaginez bien, avec quelque chose de 300, 400, 500, 600 lignes, que sais-je, imbitable, immaintenable, enfin voilà. Donc l'idée, ça va être de non plus pas penser en termes de pages, mais en termes de composants. Très simplement, hein, on va découper, donc la partie, par exemple là, la partie verte va être vraiment une page object. D'ailleurs, on va la retrouver potentiellement sur différentes pages, au sens page internet, enfin page web de notre applicatif. Donc on va pouvoir le réutiliser, le sortir et le factoriser en quelque sorte dans sa propre page object. De la même manière pour les parties rouges, on va avoir une partie pour le formulaire, etc., etc. Donc on va en fait réduire la granularité en quelque sorte de notre page object pour pouvoir réduire sa taille et être plus pertinent sur des IHM plus modernes. Deuxième chose qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir mettre en place, c'est de sortir en fait la logique des page objects. L'idée, et là pour le coup, on va revenir sur des pratiques et sur des designs et des principes plus de développement que de test. Le test automatisé, c'est du développement, donc on ne va pas s'affranchir de ces choses-là. Un truc dont on n'a pas parlé, mais qu'on peut voir, c'est qu'on a dit notre Page Object Model, notre classe, elle comporte deux choses. Elle comporte, les différents éléments de notre page, tel bouton, tel champ, etc., et les différentes actions, donc des méthodes qui permettent de cliquer sur le bouton, de renseigner le champ, etc. Donc, déjà, on voit qu'elle a deux responsabilités en quelque sorte. Et donc, elle contrevient, elle va à l'encontre du principe de single responsibility cher à nos amis développeurs. Et donc on voit déjà que voilà, c'est potentiellement une problématique. Donc l'idée, c'est de garder toute logique hors des page objects et de faire en sorte une page object, donc notre classe en fait, ça va être simplement une bibliothèque, un répertoire de nos différents éléments sur la page ou le composant, comme on l'a vu, le menu en haut, le menu à gauche, etc. Donc on va tailler dans le gras, j'ai envie de dire. On va vraiment y aller, on va on va enlever toutes les méthodes et on va vraiment juste exposer nos différents éléments. Ce qui va nous permettre demain, OK, j'ai une évolution, je sais exactement où qui va être impacté, c'est ma page object, c'est tel élément. Je n'ai pas à me poser de questions, OK, c'est telle action, elle est dans telle page, etc. Non. C'est une page object, c'est simplement un listing de tous nos éléments qu'on met à disposition de nos tests. Et vous allez me dire, de la même manière, OK, on sort toute la logique des page objects, mais du coup, on en fait quoi? Est-ce qu'on la remet dans les tests? Ça va être compliqué. Vous allez me dire, ça revient à revenir à la version en quelque sorte vanilla, à remettre la technique dans les tests, etc. C'est pas la solution. L'idée, du coup, c'est de pousser justement, d'aller plus loin et de pousser pour dire qu'on ne va non plus modéliser les actions sur l'interface. C'est-à-dire, je ne vais plus avoir de méthode type username, type password, clique tel bouton. Parce que dans l'absolu, c'est avoir une méthode click-bouton juste pour appeler le driver pour faire un clic sur le bouton. C'est des lignes de code en plus qui servent à rien dans l'absolu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'abstraire de la partie vraiment action sur l'interface. Notre formulaire, là sur la gauche, le select, le username, l'input, etc. En fait, on va toujours les renseigner, mais ce qu'on va modéliser, c'est plus je clique sur tel bouton, non, ça va être je prends un rendez-vous. Et là, on va commencer à glisser petit à petit vers des choses qu'on va pouvoir retrouver, par exemple, des principes chers au BDD, par exemple, au Behavior Driven Development, où on va, encore une fois, s'extraire de la partie technique, de la partie interface, de la partie implémentation, pour retourner vraiment sur une partie fonctionnelle. Je teste pas, dans l'absolu, je teste pas le clic sur le bouton. Non, ce que je teste, c'est la prise de rendez-vous.
qui va passer par un clic sur un bouton, je suis d'accord, mais ce que je teste et ce que mon test va utiliser, c'est la prise de rendez-vous. Donc, pour faire ça, en fait, on va rajouter tout simplement une couche d'abstraction, une nouvelle. Si vous vous souvenez, on avait dit entre nos tests pour le PageObjectModel, entre le test et la technique, on rajoutait donc nos PageObjects. OK, c'était notre couche d'abstraction. Et en fait, on va en rajouter une nouvelle située donc entre nos tests et les PageObjects. Au préalable, on aura extrait toute la logique, etc. Donc nos PageObjects, c'est vraiment juste un référentiel de tous nos éléments. Et donc cette couche d'abstraction, ça va vraiment être la réalisation, l'implémentation des tâches. La prise de rendez-vous, ça va être je prends un rendez-vous, ça va être de renseigner le premier champ Facility qui va faire appel à l'élément dans la PageObject pour le select de la Facility, puis qui va renseigner ceci, cela, etc., toujours en s'appuyant sur les PageObjects. Mais l'idée, encore une fois, c'est vraiment bien de découper la technique, l'implémentation, les éléments de ma page. Ça, c'est vraiment mon côté technique, mon implémentation, qui va bouger avec l'évolution de la page en tant que telle, des nouveaux éléments, un élément qui a bougé, son ID qui a bougé, c'est plus un select, c'est un radio-bouton, j'en sais rien, peu importe. Donc c'est là que ça va se passer. Et de l'autre côté, du côté des tâches, la couche d'abstraction au-dessus, ça va vraiment être notre fonctionnel, ce que l'on va tester, notre acte métier en quelque sorte. Et ça va devenir pérenne et c'est vraiment ça qu'on va tester. Donc on a dit, dans un premier temps, on découpe, on améliore en quelque sorte la granularité de nos PageObjects. On n'est plus sur des pages, on est sur des bouts de pages, des composants qui font sens. Un formulaire, un menu, un top bar en haut avec les différents liens, etc. OK. Ensuite, nos PageObjects sont simplement un listing des éléments de notre page, rien de plus, rien de moins. Et on rajoute donc cette couche d'abstraction, ces tâches, ces actions qui vont nous permettre d'implémenter notre fonctionnel. Et donc, au final, comment ça se présente, comment on va pouvoir l'implémenter. Sur la gauche, vous retrouvez, on ne va pas rentrer dedans, c'est le PageObject. On retrouve les appointment form, points, avec les différentes actions unitaires. Je sélecte la facility, puis je clique sur le medic. Donc, mon test, encore une fois, il est lisible, mais il est encore technique dans l'absolu. Hein. Je clique sur, je tape ceci, etc. OK. Et donc, sur notre droite, on va retrouver notre test tout en haut avec cette méthodologie-là. C'est-à-dire, je prends un rendez-vous avec toutes ces datas. Donc là, je ne me pose pas de questions. Je ne me dis pas, je clique sur tel bouton, etc. Non, ça, c'est pour les couches plus basses, la couche d'abstraction plus basse. Ça va être pour nos tâches, justement, notre couche tâches qu'on a vu précédemment. Et donc là, on va avoir vraiment notre acte métier. OK, je prends un rendez-vous pour la Facility Tokyo avec une réadmission pour tel programme, telle date, etc. Et donc ensuite, en dessous, on va retrouver notre tâche, donc le fameux with, qui est vraiment notre implémentation, où là, on va retrouver notre driver, etc., qui va vraiment faire les actions de cliquer, etc. Et tout en dessous, la troisième partie sur la droite, on va retrouver notre PageObject, qui est maintenant beaucoup plus clair, beaucoup plus simple, qui est simplement la liste des différents éléments de ma page. Donc vous voyez, encore une fois, on a un découpage qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus logique en quelque sorte. On n'a pas tout mélangé. On a notre test qui réalise un workflow, d'accord. On a nos tâches qui réalisent ou un bout d'acte métier. Je prends un rendez-vous, puis je vérifie que mon rendez-vous est bien pris. Je me connecte, OK, qui va faire là-dedans ces petites actions unitaires, cliquer sur le bouton, etc. Et donc notre PageObject qui, elle, va vraiment être le lien avec notre implémentation, avec notre interface. Et donc, suivant là où va évoluer, notre applicatif, si c'est au niveau fonctionnel, c'est la couche haute qui va être impactée la première, et donc forcément les couches basses aussi, mais je sais que ça va commencer dans les couches hautes. Si c'est l'implémentation, OK, il faut double-cliquer plutôt que cliquer,
bah, je sais que ça va être dans ma tâche, dans mon action, donc dans la couche d'abstraction centrale. Et si c'est simplement un élément qui a changé d'identifiant ou etc., ou de CSS, peu importe, et bah, ça va être dans la couche la plus basse, dans mes page objects. Et donc là, de façon très claire, je sais qui est où et où sont mes petits. Autre chose, et on verra après une version encore plus détaillée, c'est vraiment, j'ai envie de dire optionnel, c'est pousser le bouchon, mais ça peut être intéressant, c'est de différencier en fait. On a dit tout à l'heure, ok, on rajoute une couche d'abstraction, les tâches. Mais en fait, quand on est utilisateur d'une interface et quand on est testeur, du coup, on ne fait pas que des actions dans l'absolu. On a deux types de choses. Oui, on réalise des actions, je prends un rendez-vous, je clique sur tel bouton, etc. Mais on se pose aussi des questions. Les fameuses assertions. D'accord, est-ce que tel champ est bien apparu à l'écran? Est-ce que la notification est bien apparue? Est-ce que la date de mon rendez-vous est bien au 12 juillet, etc., etc. Donc une chose qui peut être intéressante, qui n'est pas forcément obligatoire, enfin qui est pas forcément, enfin qu'il ne faut pas mettre partout en quelque sorte, c'est voilà, de différencier nos tâches de nos actions. De la même manière, encore une fois, ça va nous permettre de clarifier comment on implémente, où on implémente, comment on l'utilise, et voilà, de faciliter, encore une fois, la lecture, la maintenance, etc. Et donc, si on récapitule de ce qu'on a vu depuis le début, sur notre gauche, on a notre test, en quelque sorte, notre automatisation de test sans design pattern du tout. Donc la version vanilla, etc. Donc on a notre test qui appelle directement le système testé, nos driver points, etc. OK. En face, au milieu plutôt, dans la version grise, on a notre page object model. Donc on a dit, on rajoute une couche d'abstraction, les page objects, et on fait glisser en quelque sorte la partie Selenium, la partie technique, dans nos page objects, notre page object, pour les sortir du test et rendre le test plus lisible. Et enfin, sur notre droite, vous voyez les page objects, on va les appeler lean, appelez-les un peu comme vous voulez, mais améliorés en tout cas, où on a rajouté justement nos couches d'abstraction, d'actions et de questions. Et donc on a nos tests qui vont utiliser les actions. Ces actions vont être réalisées sur les page components, donc les page objects version simplifiée avec juste nos éléments, qui correspondent à notre implémentation, à notre système testé. Donc vous voyez, on a les trois couleurs en quelque sorte, et encore une fois, suivant le projet, on va pouvoir, suivant les besoins, suivant les problématiques, suivant le nombre de tests, si vous avez un projet avec d'automatisation, vous avez juste besoin d'automatiser une dizaine de tests juste comme ça sur le côté, ou un projet vraiment structuré d'un applicatif avec des campagnes de 5000 tests, etc., vous n'allez pas forcément utiliser le Lean Page Object juste pour tester trois formulaires. Mais par contre, si vous en avez, encore une fois, si vous avez des workflows de 10 pages, 15 pages, etc., ça peut être intéressant d'aller vers cette pratique-là pour, encore une fois, structurer au mieux pour la lisibilité, la maintenance, etc. Et donc, pour finir, ce que je vous propose, c'est de voir très rapidement, de pousser le bouchon vraiment jusqu'au bout. Parce qu'en fait, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on est passé en quelque sorte du test d'une interface. Au départ, on testait une interface en cliquant sur un bouton, en renseignant un champ, etc. Et on est arrivé à une histoire en quelque sorte. C'est-à-dire, ce que vous avez sur la droite, je me log en tant que John Doe avec ce password, je prends un rendez-vous avec tels éléments, etc. Et je vérifie que le rendez-vous qui a été pris contient les informations, Facility, Tokyo, etc. etc. Donc, on passe vraiment de quelque chose de très technique, très orienté automatisation technique, à quelque chose qu'on pourrait retrouver dans un Jira, dans un Gherkin si on fait du BDD, etc. Enfin, quelque chose de vraiment très orienté test, très orienté histoire
de notre test. Et on voit du coup qu'on a l'émergence en quelque sorte d'un langage, d'un langage qui va faire le lien avec notre métier, avec nos exigences, nos critères d'acceptation, les tests, les testeurs, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est de pousser le bouchon encore plus loin et d'aller au bout de la chose et d'aller carrément au théâtre. On est passé de l'interface à l'histoire, allons carrément au bout de la chose, au théâtre. L'idée, elle est celle-ci, c'est tout simplement, on l'a dit, notre test d'interface est devenu une histoire, transformons-la totalement en histoire. Et donc on va découper notre projet de la sorte. Donc c'est ce qu'on appelle Screenplay Pattern, ça a été proposé par John Smart Ferguson, pardon, je commence à bégayer, qui est il donne beaucoup de talks, il a écrit les livres BDD in Action pour ceux qui connaissent, etc. Donc c'est un practitioner qui est très reconnu mondialement. Et qui a proposé, c'est le père d'ailleurs de Serenity BDD pour ceux qui utilisent au quotidien ou qui ont déjà entendu parler. Et donc il propose ce découpage et ces différents types de couches d'abstraction. L'idée c'est de répondre grosso modo aux questions qu'on a sur la gauche, c'est-à-dire aux questions qu'on se pose dans toute histoire, dans toute pièce de théâtre, pourquoi, qui, quoi, comment, où. Et toutes ces questions, on va pouvoir y répondre avec nos différentes couches d'abstraction, avec notre acteur, nos tâches, etc., etc. Et donc, la première question qu'on va se poser, la première forcément, quand on commence une histoire, c'est le pourquoi. Le pourquoi, c'est assez simple. Là, pour le coup, ça va vraiment être notre scénario de test et ça va représenter l'objectif de l'utilisateur. Typiquement, je veux prendre un rendez-vous médical. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de surprise, on ne réinvente pas la roue. Notre histoire, ça va être notre scénario de test. Ok. Le qui, ça va être notre acteur. L'acteur, ça va vraiment être la personne qui réalise le workflow. La prise de rendez-vous, l'acteur, c'est pas le testeur, c'est pas l'automaticien, c'est pas le PO, c'est le client en quelque sorte. C'est qui va utiliser la prise de rendez-vous, qui veut utiliser la prise de rendez-vous pour avoir des bénéfices, etc. Et donc c'est dans ces chaussures qu'on va se placer. C'est vraiment lui l'acteur. Et c'est dans ces chaussures qu'on va se placer pour réaliser le test. Et de là, on va pouvoir, en personnifiant en quelque sorte l'acteur, on va pouvoir partir sur des choses comme créer des personas, des bonnes pratiques côté test, des personas, tel acteur ou tel utilisateur, John, c'est plutôt un administrateur qui a tel droit, Tom, c'est plutôt ceci, etc. Donc on va pouvoir utiliser des personas pour améliorer tout ça. Et donc là, par exemple, ok, notre test, notre scénario, notre histoire, c'était la prise de rendez-vous. Notre acteur, c'est John, qui est un particulier qui possède un compte sur la plateforme, tout simplement. Ok. Question suivante, ça va être le quoi, du coup. Ok, on a notre histoire, on sait qui est le protagoniste de cette histoire, qui peuvent être plusieurs, mais là, en l'occurrence, on en a un, c'est John. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, quoi? Ça va être nos tâches, justement. Les tâches qu'on a vues précédemment, ça va être les actions de haut niveau, encore une fois, on ne va pas parler interface, on ne va pas parler clic sur un bouton, input, etc. On va parler vraiment mon John, dans l'absolu, quand il veut prendre un rendez-vous, dans sa tête, il prend un rendez-vous, il clique pas sur, il se dit pas, ok, il faut que je remplisse tel champ, etc. Non, ce qu'il veut, c'est prendre un rendez-vous. Donc sa tâche, ça va être prendre un rendez-vous, ok. Ces tâches, du coup, il va quand même falloir derrière, à un moment, les traduire en action. Ok, il veut prendre un rendez-vous, mais quand même, il va falloir cliquer sur un bouton, renseigner le formulaire, etc. Donc là, ça va être nos actions. Donc notre acteur, il réalise ces tâches qui vont être composées d'actions. Ok. Donc pour réaliser sa tâche, par exemple, se connecter, John, il doit renseigner le champ username, il doit renseigner le champ password. Donc notre acteur, notre test, il va utiliser à travers un acteur, il va réaliser des tâches, qui va utiliser des actions, qui va du coup manipuler des éléments, le fameux « ou », d'accord, manipuler les éléments qui correspondent à des éléments de notre interface. Donc en l'occurrence, par exemple, John, donc, qui voulait réaliser la tâche de prendre un rendez-vous, qui pour cela a besoin de réaliser l'action de cliquer, de renseigner un username,
Et du coup, les éléments qui vont être importants et qui vont être utilisés, c'est l'élément input username du formulaire de login. Et donc là, on va retrouver au final, tout au fond, tout en bas de la pyramide en quelque sorte, tout en bas de l'échelle, on va retrouver nos éléments et nos page objects, comme on a vu précédemment, avec le listing tout simplement des différents éléments. Et donc pour finir, par exemple, voilà comment se présente un test, comment a été écrit tout simplement un test avec cette méthodologie, donc le fameux screenplay pattern, avec Serenity BDD, qui est un des frameworks qui, encore une fois, comme c'est son créateur qui en est à l'origine, c'est un de ceux qui l'implémente le mieux. Et donc voilà notre test. Et vous voyez que notre test, encore une fois, on ne retrouve plus le driver, on ne retrouve plus nos pages, comme on avait la home page, le appointment form, etc. Non. Le centre de notre test, de notre histoire, c'est John, c'est notre acteur. Et John, il fait des choses humaines, j'ai envie de dire. John, il se souvient que le centre où il veut prendre rendez-vous, c'est à Tokyo, qu'il se souvient qu'il a tel programme médical, qu'il veut le prendre à telle date, etc., etc. John, il a des capacités. John, il peut naviguer sur le web, donc il a accès à un navigateur. Super. John a été capable, was able to log as standard user. Ok, il a été capable de se loguer. Ensuite, John a essaye en tout cas, de prendre son rendez-vous avec ce qu'il s'est souvenu. C'est-à-dire, j'ai tel programme, j'ai telle date, tel commentaire, tel centre médical. Et enfin, John, il devrait voir que les informations du rendez-vous pris sont égales à celles dont il se souvient. C'est-à-dire, vous voyez, encore une fois, on est totalement, pour le coup, vraiment à 100% sorti de toute technique. On est vraiment dans une histoire avec notre acteur en rôle central et notre acteur qui réalise des actions, qui réalise des tâches à travers des actions, etc. etc. Donc on retrouve avec un test au final qui est extrêmement lisible. Pour le coup, là, j'ai envie de dire que le PO, toute partie prenante du projet est totalement capable de lire le test, de le comprendre, de comprendre ce qu'il teste, etc. Et on se retrouve avec, grosso modo, du BDD, du Gherkin, sans le dire, sans le faire, sans fichier Gherkin, mais on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement textuel, d'extrêmement parlant pour tout le monde. Et donc, voilà comment ça se présente. On retrouve encore une fois sur notre gauche, donc on a écarté la partie vanilla. Sur la gauche, on a nos couches d'abstraction pour le Page Object Model. Au milieu, on se retrouve avec celle comme l'on a vu tout au cours de ce talk, avec nos actions, nos questions et nos page components. Okay. Et donc sur la droite, le screenplay. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment pousser le bouchon jusqu'au bout. C'est-à-dire un acteur qui a des capacités, naviguer sur le web, faire des requêtes dans base de données potentiellement, faire des requêtes à un service REST, que sais-je. Notre acteur, il réalise des actions, il se pose des questions. Ces actions et ces questions, ces tâches, cet acteur, il réalise des tâches et il se pose des questions. Ces tâches sont des suites d'actions et les actions et les questions sont basées sur l'interface, sur l'implémentation, sur les éléments vraiment de notre système testé. Et donc encore une fois, vous voyez les trois variantes de ce page object qu'on a vu dès le départ. On a dit, ok, historiquement, il n'a pas beaucoup évolué. Mais on a vu que là, tout au cours de l'heure qui nous a tenus, là, on l'a fait évoluer avec différentes couches d'abstraction, différentes pratiques, différentes couleurs, différentes variantes, et qui va du coup nous permettre d'aborder potentiellement, comme je le disais tout à l'heure, différents cas d'usage. J'arrive sur un projet, j'ai besoin d'automatiser une dizaine de tests, juste pour une raison XY, c'est vraiment 10 tests. Je vais peut-être pas aller complètement, je vais pas m'embêter à faire du screenplay avec un acteur, des tâches, des questions, etc. Non, je vais peut-être aller directement page object de façon très simple. Ça va être très rapide. C'est quelque chose qui sera facile à maintenir. Hein, j'ai une dizaine de tests, etc. Je suis dans un projet qui était en mode par contre, par exemple, je suis sur un projet qui avait déjà le page object où on a des problématiques. Je vais peut-être pas aller non plus complètement à droite.
je vais peut-être essayer d'implémenter petit à petit la partie centrale, le design central, en découpant justement mes page objects de façon plus fine, en sortant les actions, etc. Et je suis sur un nouveau projet avec des gens, des automaticiens très compétents, avec des parties prenantes qui sont vraiment à fond dedans, qui veulent aller vers, avec un PO qui veut aller vers du Gherkin ou quelque chose de beaucoup plus joint, on va dire, entre dev, test et PO. Et ben, je vais peut-être pouvoir aller complètement sur la droite, quelque chose de vraiment clé en main, très bien découpé, très parlant, etc., etc. Donc, vous voyez, encore une fois, notre page object, tout simplement, on ne va pas le mettre à la retraite, mais on va potentiellement le faire évoluer selon nos besoins. Et j'en ai fini avec le Page Object Model pour ce soir. Et ce que je vous propose, du coup, c'est si vous avez des questions, si vous voulez poser des questions sur ce qu'on a vu, etc., c'est le moment. Hop, je vais regarder sur le chat. Hop. Donc pour le moment, a priori, soit j'étais très très clair, soit pas du tout clair. Mais n'hésitez pas. Hein. De toute façon, encore une fois, faut pas hésiter. Si c'est pas dans le chat, par la suite, si vous voulez sur LinkedIn ou autre, qu'on se retrouve pour échanger sur les Page Object Model, sur l'automatisation, sur le test en général, etc. Surtout pas hésiter. Alors, une question. Alors, les tâches sont regroupées dans un fichier. Ça doit être organisé comment ? Très bonne question. Alors, si on revient très rapidement, hop, sur notre modèle. Alors, on va prendre lequel ? Sur les tâches. Alors, en fait, effectivement, comme dit juste en dessous, l'idée pour les tâches, en fait, ça va être de les regrouper, effectivement, soit par fonctionnalité. Typiquement, là, ce qu'on a à l'écran, c'est donc, si on reprend notre interface avec la prise de rendez-vous, en fait, on va avoir vraiment une tâche, en quelque sorte, on va avoir une tâche de login, grosso modo. Donc, on va avoir vraiment une classe log, donc un fichier log ou login, appelez-le comme vous voulez. Et dans cette classe log, on va avoir notre tâche en rapport avec le login. Et là, en l'occurrence, on a login as avec le user, le password. On pourrait avoir une ou deux autres méthodes suivant notre besoin. Comme je le disais tout à l'heure, on pourrait avoir une méthode pour se loguer avec le web service, ou etc., etc. De la même manière, le book an appointment, on va avoir une classe book an appointment, ce qui permet du coup d'avoir une classe qui est extrêmement parlante. Je sais exactement ce qu'elle fait. Si mon interface évolue, je sais que c'est ça qui a évolué, donc je sais exactement où aller taper. J'ai pas une grosse classe tâche où j'ai tout dedans et puis au petit bonheur la chance, je fais des CTRL F pour savoir où je dois aller. Non, là l'idée vraiment c'est de découper au maximum et donc la granularité, fonctionnalité et une bonne granularité de base pour les tâches. Après, de la même manière, rien n'est gravé dans le marbre, dans l'absolu. Si pour une raison XY, vous vous retrouvez vous partez sur un découpage avec des tâches, etc., et que ces tâches, vous vous retrouvez avec une classe qui commence un peu à forcir, c'est plus le summer body, grosso modo, il ne faut pas hésiter à se poser les questions et potentiellement à les découper en plusieurs tâches, en plusieurs classes, etc. C'est quelque chose, le découpage et les questions qu'on peut se poser sur la granularité, est-ce que je mets tout dans un même fichier, est-ce que je mets dans ce fichier-là, dans cette classe-là, ou je le découpe en deux, etc. C'est des questions qu'on se pose tous les jours, j'ai envie de dire. Quel que soit le projet, quelle que soit la problématique, on se les pose tous les jours, et c'est très très bien de se les poser pour le coup. Mais le maître mot, c'est vraiment d'alléger au maximum pour faciliter encore une fois la maintenance. Il n'y a rien de pire que d'arriver sur un projet et de devoir maintenir quelque chose, faire évoluer ou ajouter quelque chose
et de se retrouver avec une classe qui fait 300, 400, 500, 600 lignes, qui est imbitable pour le coup, et limite où on aurait plus vite fait de la réécrire que de modifier ce qu'on veut modifier, quoi. On a une autre question. Quelle est exactement la différence entre capacité et tâche? Très bonne question aussi. Hop. Donc, si on revient, capacité tâche, donc là, on est vraiment dans le mode ultime du PageObject, le screenplay pattern. L'idée, c'est les capacités, quand John Ferguson en parle, les capacités, encore une fois, tout ça, et là on parle, que ce soit le screenplay pattern, le PageObject, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, et même sur d'autres sujets, l'idée c'est ne jamais être dogmatique, dans le sens, on me dit que, ok, le screenplay c'est avec un acteur, avec des capacités, des actions, des tâches, etc. Mais ne soyons pas dogmatiques, pour une raison XY, je ne comprends pas, ou je ne vois pas, ou j'ai pas besoin des capacités, ou etc. Je ne vais pas créer des capacités pour le plaisir de dire bah, c'est dans le modèle, c'est dit qu'il faut des capacités, etc. Donc, première chose. Deuxième chose, la différence entre les tâches et les capacités. Les tâches, c'est vraiment ce que va réaliser l'acteur. Grosso modo, votre acteur, l'acteur en l'occurrence, il va réaliser des tâches, il va, comme on l'a dit, prendre un rendez-vous, il va se connecter, il va se créer un compte. C'est vraiment des actions que votre utilisateur, que votre acteur va vouloir faire sur l'applicatif. Les capacités, c'est un peu plus technique dans le sens où c'est les capacités, je ne sais pas comment dire différemment, c'est les capacités qu'a l'acteur. Par exemple, on va donner un exemple, ce sera peut-être plus parlant. Votre acteur, dans le cadre d'un test web, votre acteur, il y a 100%, enfin 99,9% de chances que vous souhaitiez lui donner la capacité de naviguer sur le web. Mais vous pouvez avoir un utilisateur à qui vous donnez aussi la capacité de faire des requêtes en base, qui va lui permettre d'utiliser des tâches qui vont faire des requêtes en base, etc. Et vous avez peut-être imaginons, vous avez des utilisateurs admin et des utilisateurs non admin, des utilisateurs lambda, et ben vous allez avoir un acteur qui a la capacité de se loguer en tant qu'admin, ou en tout cas la capacité d'accéder aux parties admin de l'interface, et un autre qui n'a pas ces capacités. Et justement, dans votre test, vous allez pouvoir paramétrer, dire ok, si on revient de la façon dont c'était fait avec Serenity ici, donc c'est la ligne John qu'on a à peu près au milieu, John was able to log as, juste au-dessus, John can browse the web with his browser, ok, il peut naviguer sur Internet, mais vous pourriez avoir, John ne peut pas accéder aux parties admin. Et derrière, tester qu'effectivement, quand il va sur l'URL /admin, il est bien rejeté. Donc voilà, c'est un petit outil qui va vous permettre de donner vraiment des capacités, des possibilités, des outils en quelque sorte à votre acteur pour faire des choses ou ne pas pouvoir les faire et pouvoir du coup vous assurer que votre acteur est dans le bon état en quelque sorte, a les bons outils pour réaliser votre test. J'espère que j'ai été clair parce que encore une fois, les capacités, c'est un truc un peu particulier, mais ça peut être, encore une fois, ça peut être totalement ignoré s'il n'y en a pas besoin, mais ça peut être très puissant, justement, typiquement le truc d'admin, c'est quelque chose qui peut être extrêmement puissant pour paramétrer les choses. Et enfin, ce type d'abstraction peut s'appliquer à la fois au front et au back, donc tant mieux. Effectivement, tout à fait. Et effectivement, depuis le départ, je suis parti bien en tête, automatisation web, Selenium, PageObject, etc. Mais dans l'absolu, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, ok, on l'applique au web, mais en fait, c'est un pattern c'est un design de structuration de tests. On l'a dit, hein, si on revient ici, au final, là, en l'occurrence pour le screenplay, mais on pourra avoir la même chose sur PageObject, LeanPageObject, etc. Mais au final, la partie web,
dans ce modèle-là, elle est toute sur votre droite, je pense, sur la partie éléments. C'est vraiment cette partie-là qui est le lien avec votre interface. Et tout le reste, le découpage, la façon de découper, de dire « Ok, j'ai un acteur qui va réaliser des tâches, qui a des objectifs, qui se pose des questions, etc. » Il est totalement adaptable et vous pouvez totalement mettre en place sur des tests de web services, des tests d'une interface, bon, c'est un peu la même chose, d'une interface d'un client lourd. Enfin voilà, vous allez pouvoir vraiment l'utiliser ou utiliser une partie en tout cas de ce découpage, de cette réflexion, de ces couches d'abstraction sur tout type de test automatisé que vous souhaitez. Et je crois qu'on a fait le tour des questions qu'on avait dans le chat. Donc encore une fois, n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir hein, si vous voulez continuer la discussion sur ce sujet ou sur d'autres, hein, que ce soit sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas. Et maintenant, bah, voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, vous dire à très bientôt avec les meet-up by UNUP. Et n'hésitez surtout pas aussi, pour le coup, je finis là-dessus, n'hésitez pas à vous reporter, que ce soit sur le site UNUP ou les réseaux sociaux de UNUP, bah déjà pour voir le programme des prochains meet-up. Et puis on a aussi toute une partie blog. Vous pouvez voir les rediffs d'autres meet-up, etc. Donc n'hésitez pas, quel que soit le sujet, que ce soit du test, du dev, etc. Il y a plein de sujets super intéressants avec d'autres acteurs ultra intéressants. Donc je ne peux que vous le recommander. Et donc merci encore, merci de votre présence et merci de votre participation et très très bonne soirée à tous.